8000 soldats quittent les lignes de front pour retourner la terre dans un pays déjà secoué par la faim chronique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'armée burkinabé se transforme brusquement en force agricole nationale, brouillant la frontière entre sécurité, économie et survie quotidienne. Si ces uniformes parviennent à nourrir le Burkina Faso autant qu'ils le défendent, c'est toute l'équation du pouvoir intérieur et régional qui pourrait basculer. Mais derrière ce pari agricole militaire, que se passe-t-il vraiment et qu'est-ce que cela change concrètement pour les familles du Sahel aujourd'hui? Si ce basculement militaire-agricole intrigue autant, c'est parce qu'il promet plus qu'un simple sursaut face à la crise alimentaire. Il offre un espoir tangible de stabilité durable pour des millions de familles. Mais derrière cette promesse, l'enjeu est immense. Transformer en quelques mois un appareil militaire habitué aux opérations de sécurité en une force productive capable de soutenir l'économie sans affaiblir la défense nationale. Cette ambition place le pays au cœur d'un pari double: résoudre l'urgence alimentaire tout en redéfinissant le rôle institutionnel de l'armée dans un contexte régional instable. La population, prise entre inflation, sécheresse et pénurie, voit dans cette initiative une possibilité rare de briser des années de dépendance à l'aide internationale. Cependant, la portée de cette transformation va bien au-delà du Burkina Faso. Si ce modèle fonctionne, il pourrait devenir une piste stratégique pour tout le Sahel, où la crise alimentaire et l'insécurité se nourrissent mutuellement. Et pourtant, une question persiste déjà, discrète mais insistante. Et si cette mobilisation massive cachait un coût que personne n'a encore mesuré? En 3 mois seulement, un fait inattendu s'est imposé. Plus de 8000 soldats ont quitté la défense pour cultiver la terre, bouleversant l'équilibre institutionnel du Burkina Faso. Et derrière cette accélération, un élément décisif émerge discrètement. L'initiative portée par Ibrahim Traoré ne se limite pas à une réponse d'urgence, elle vise une refonte structurelle du lien entre armée, économie et souveraineté alimentaire. Le pays traverse depuis des années une pénurie aggravée par la sécheresse, l'insécurité et la fragilité logistique des zones rurales. Le redéploiement des forces militaires apparaît alors comme une manœuvre à la fois pragmatique et risquée, réalisée dans un contexte géopolitique où le Burkina Faso tente de réduire sa dépendance aux importations et à l'aide humanitaire. Les premiers terrains défrichés montrent une volonté de transformer chaque parcelle sécurisée en espace productif, créant une dynamique nouvelle entre soldats et population locale. Ce rapprochement n'était pourtant pas acquis. L'armée, souvent perçue comme une structure verticale, devait s'adapter brutalement à un rôle participatif, voire communautaire. Cette mutation éclaire un enjeu plus profond. Comment concilier mission de sécurité, opérations agricoles intensives et maintien d'une cohésion nationale fragile? Les régions rurales, déjà exposées aux violences et aux difficultés logistiques, deviennent le laboratoire d'un modèle hybride où l'uniforme n'incarne plus seulement la protection, mais également la production. Et si ce choix surprend les observateurs extérieurs, il résonne fortement dans le Sahel, où chaque pays cherche une voie de résilience face aux chocs successifs. La pression géopolitique, l'urgence alimentaire et la recherche d'une autonomie économique s'entremêlent désormais dans une même équation. C'est à partir de cette couche de contraintes et d'espoir simultanés que le projet agricole militaire prend sa véritable ampleur. Mais au moment où ces premiers résultats émergent, un questionnement plus subtil apparaît. Cette réorganisation rapide repose-t-elle sur une dynamique solide ou sur une fragile conjonction de circonstances? Le premier visage marquant de cette transformation est celui du sergent Mousseau, devenu malgré lui le symbole d'une armée qui découvre un nouveau terrain d'opération. Affecté à une coopérative agricole dans une zone rurale, il supervise désormais l'irrigation, l'organisation des plantations et la coordination avec les villageois.
un rôle totalement différent de ses missions habituelles. Sa présence sur le terrain raconte mieux que n'importe quel discours ce basculement. Un militaire guidant des civils épaulant des soldats et une chaîne de travail qui relie désormais sécurité et production. Dans les premières semaines, cette proximité a produit des effets inattendus. Les communautés, autrefois méfiantes envers l'armée, ont commencé à voir dans cette nouvelle coopération une forme de partenariat plutôt qu'une intrusion. Les villageois ont partagé leur savoir-faire agricole, tandis que les soldats ont apporté une rigueur logistique et une capacité d'organisation rarement présente dans les zones rurales. Cette symbiose a permis un gain immédiat. Des champs auparavant laissés à l'abandon ont été remis en culture et les premières pousses ont rapidement donné un signal d'espoir dans plusieurs communes isolées. Le cas de Mousseau révèle surtout la dimension humaine du projet. Derrière les chiffres, ce sont des trajectoires individuelles qui se transforment. Les soldats découvrent un rôle social inédit. Les habitants ressentent pour la première fois depuis longtemps que l'institution militaire peut être un allié quotidien. Et au cœur de cette évolution, une question demeure, aussi simple que décisive. Si cette nouvelle relation continue de prendre racine, jusqu'où pourrait-elle redéfinir la cohésion nationale? Tout commence par une décision brutale. Rediriger 8000 soldats vers les campagnes, un mouvement déclenché en urgence pour contrer la pénurie alimentaire qui s'étendait déjà comme une ombre lourde sur tout le Burkina Faso. Ce au moment déclencheur, impulsé directement par Ibrahim Traoré, a immédiatement redistribué les équilibres internes, forçant l'armée à abandonner, au moins temporairement, une partie de ses missions traditionnelles de sécurité. Ce premier déplacement n'avait rien d'un simple ajustement administratif. Les unités ont été divisées, les priorités réécrites et les soldats envoyés dans des zones où la terre, plus encore que les armes, devenait la ressource vitale. La transition a surpris jusque dans les rangs. Beaucoup ne s'attendaient pas à troquer les patrouilles contre des activités de défrichage, d'irrigation ou d'entretien de cultures déjà fragilisées par la sécheresse. Puis le mouvement s'est accéléré. En quelques semaines, les premiers hectares ont été mis en culture, provoquant un effet d'entraînement sur plusieurs régions rurales. Les coopératives agricoles, autrefois limitées en moyens, se sont retrouvées renforcées par une main-d'œuvre formée, disciplinée et capable de maintenir une cadence de travail régulière. Les habitants, qui percevaient souvent l'armée comme une structure distante, ont été témoins d'une transformation sans précédent. Des soldats, plantant, irriguant, récoltant et partageant le quotidien des communautés locales. C'est dans ce basculement rapide que le haut point culminant du récit du projet a émergé. La production agricole, jusque-là stagnante, a commencé à croître. Les 1500 premiers hectares défrichés ont envoyé un signal fort. Le modèle pouvait produire des résultats immédiats. Des villages autrefois dépendants de l'aide ont vu leur première culture réapparaître. La présence militaire, perçue auparavant comme un facteur de tension, est devenue dans certains cas un moteur d'apaisement social. Ce moment de montée en puissance a toutefois révélé des défis internes. La logistique a dû être repensée. Carburant militaire réaffecté, machines transférées, lignes d'approvisionnement modifiées. Certains officiers craignaient que l'armée perde sa réactivité face aux menaces sécuritaires dans un Sahel instable. Mais la dynamique lancée par Ibrahim Traoré s'est poursuivie, portée par les premiers résultats visibles et par un soutien populaire croissant. Et puis vient la phase que beaucoup redoutaient, dans la secousse qui a suivi, la secousse de fond qui suit chaque transformation trop rapide. Les débats ont éclaté entre experts. Pouvait-on maintenir ce rythme? Les ressources logistiques mobilisées pour l'agriculture allaient-elles fragiliser la capacité de défense?
La dépendance nouvelle envers les soldats dans les coopératives risquait-elle de créer une économie vulnérable à la moindre crise sécuritaire? Dans certaines régions, les villageois ont exprimé leur inquiétude. Que se passerait-il si les unités devaient soudainement retourner au front? Ces interrogations n'ont pas stoppé l'élan général, mais elles ont souligné la fragilité d'un modèle encore naissant. À mesure que les semaines avançaient, la tension entre ambition agricole et exigences sécuritaires est devenue un fil rouge. Le pays observait, parfois, avec espoir, parfois avec prudence, une expérience dont l'issue restait incertaine, mais dont les répercussions étaient déjà profondes. Et au cœur de ce tourbillon, une question demeurait ouverte. Cette transformation rapide est-elle un point de rupture durable ou seulement une parenthèse portée par l'urgence? Au départ, la situation alimentaire du Burkina Faso reposait sur un équilibre précaire, une production insuffisante, une dépendance massive à l'aide internationale et des zones rurales épuisées par la sécheresse. Ce haut niveau de référence initiale fragile a été brusquement modifié lorsque l'opération agricole militaire, initiée par Ibrahim Traoré, a généré une hausse de 23% de la production alimentaire nationale, un changement qui a immédiatement allégé la pression sur les marchés locaux. Cette augmentation rapide montre combien une mobilisation coordonnée peut infléchir une trajectoire critique. Le deuxième indicateur clé est l'étendue des terres mises en culture. En 3 mois, plus de 100 000 hectares ont été sécurisés et cultivés, un volume exceptionnel qui dépasse les capacités habituelles du secteur agricole civil. Ce chiffre traduit la puissance logistique d'une armée réaffectée à grande échelle. Le troisième repère se trouve dans l'usage des ressources militaires. Environ 18% du carburant militaire a été redirigé vers les systèmes d'irrigation et les machines agricoles. Cette réallocation prouve la souplesse opérationnelle de l'institution, capable d'adapter son infrastructure à une mission non guerrière. Mais ces données chiffrées n'existent pas isolément. Elles forment une architecture cohérente révélant comment l'armée, habituellement engagée dans des opérations de sécurité, a pu assurer des fonctions productives inédites. Les coopératives agricoles, soutenues par les unités redéployées, ont vu leur capacité d'organisation augmenter, ce qui a renforcé la régularité des semis, la gestion des ressources en eau et la stabilité des récoltes précoces. Les agriculteurs civils habitués à travailler dans des conditions matérielles limitées, ont bénéficié d'un renfort structuré qui a amélioré la rapidité d'exécution et réduit les pertes liées aux aléas climatiques. Cette dynamique quantitative a généré un effet de confiance. Les banques locales ont commencé à financer certaines coopératives via des obligations de récolte, un mécanisme rare dans des contextes de crise. Ces financements ont permis d'acquérir des semences plus résilientes, d'étendre des micro-réseaux d'irrigation et d'améliorer des zones traditionnellement laissées en friche. Le renforcement des liens civilo-militaires a contribué à stabiliser plusieurs communes rurales auparavant fragmentées par les tensions. Cependant, l'autre face des chiffres révèle une tension structurelle. L'utilisation du carburant militaire pour l'agriculture pourrait, en cas de crise sécuritaire, réduire la capacité de déploiement rapide. La mise en culture de surfaces aussi vastes mobilise des effectifs importants qui pourraient manquer ailleurs si une rupture géopolitique soudainement surgissait. Certains analystes soulignent que les hausses de production pourraient stagner si les ressources matérielles ne suivent pas l'ampleur des terres défrichées. D'autres craignent que la dépendance croissante aux unités militaires crée un déséquilibre dans le développement à long terme des exploitations civiles. Les données montrent donc un succès immédiat, mais aussi une fragilité profonde. L'équilibre entre production, sécurité nationale et stabilité sociale demeure extrêmement fin. Mais pour l'instant, les chiffres racontent une histoire simple.
La stratégie engagée par Ibrahim Traoré a modifié la trajectoire alimentaire du pays, même si son endurance reste à tester. Deux visions opposées se confrontent aujourd'hui autour de l'initiative agricole militaire. La première, portée par ses partisans, affirme que la mobilisation de milliers de soldats dans les champs constitue la seule réponse réaliste à une crise alimentaire historique. Pour eux, l'armée possède trois atouts que personne d'autre ne peut aligner: la discipline, la logistique et la capacité d'intervention rapide sur des zones fragilisées. Les premiers résultats: augmentation de la production, expansion des terres cultivées, stabilisation locale, semblent renforcer cette position, et plusieurs experts estiment qu'aucune structure civile n'aurait pu agir avec une telle vitesse. En face, les critiques avancent une inquiétude majeure. En confiant à l'armée un rôle central dans la production agricole, le pays risque d'ouvrir la porte à une militarisation durable de l'économie. Selon eux, une telle dépendance pourrait marginaliser le secteur privé, freiner l'innovation agricole et créer un déséquilibre dangereux entre institutions civiles et militaires. Ils rappellent également qu'en cas de détérioration sécuritaire, les soldats devront être réaffectés immédiatement, laissant les coopératives sans soutien et fragilisant toute la structure construite en urgence. Enfin, certains analystes pointent le risque d'une gouvernance trop centralisée, où la chaîne de décision agricole dépendrait d'une hiérarchie militaire plutôt que de techniciens agricoles indépendants. Entre ces deux camps, un élément factuel s'impose: les hausses de production et l'expansion des terres cultivées ne peuvent pas être contestées. Les chiffres existent, tangibles, visibles par les populations qui ont vu les premières récoltes réapparaître. Mais ces réussites de court terme n'annulent pas les risques évoqués. Elles montrent simplement qu'un modèle peut fonctionner, sans garantir qu'il soit durable. La véritable synthèse se trouve donc dans une position intermédiaire. Le projet a démontré qu'une mobilisation militaire peut sauver une saison agricole, mais il n'a pas encore prouvé que cette dynamique peut s'instaurer à long terme sans rééquilibrage institutionnel. Et tant que cette dualité persiste, le débat restera ouvert, oscillant entre prudence stratégique et reconnaissance d'une efficacité immédiate. Un tournant apparaît soudain. À mi-parcours de l'opération, un détail jusque-là discret commence à changer l'équilibre du projet. La collaboration entre soldats et civils ne se limite plus à une simple répartition des tâches, elle devient un mécanisme d'apprentissage mutuel qui transforme la dynamique sociale au sein des villages. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette interaction se renforce quotidiennement, révélant une facette inattendue de l'initiative. L'armée n'est plus seulement un moteur productif, elle devient un vecteur de cohésion communautaire. À ce stade du récit se cristallise dans ces scènes quotidiennes. Des soldats qui installent l'irrigation pendant que les villageois expliquent les cycles de culture, des coopératives qui commencent à planifier leurs récoltes au-delà de la saison actuelle, et des communes isolées qui redécouvrent une forme de stabilité. Ce maillage humain, presque invisible dans les premiers jours, est désormais le cœur du modèle. Mais cette révélation soulève aussi une tension nouvelle. Si ce lien civilo-militaire continue de s'approfondir, la frontière entre mission productive et mission sécuritaire pourrait-elle devenir floue, voire difficile à redessiner en cas de crise urgente? Les résultats de l'initiative commencent désormais à s'inscrire dans le quotidien du pays, produisant des effets qui dépassent donc largement le seul cadre agricole. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le modèle s'enracine et révèle des conséquences concrètes pour les institutions, l'économie, les communautés locales et même l'équilibre régional du Sahel. La première transformation est institutionnelle. L'armée, autrefois centrée sur la sécurité, occupe désormais un rôle dual, protecteur et productif. Cette redéfinition modifie la perception des citoyens vers les forces armées, désormais vues comme un pilier de développement.
La hausse de 23% de la production alimentaire a également réduit la dépendance aux importations, permettant à l'État de stabiliser certains prix de denrées de base. Pour la première fois depuis plusieurs années, la question alimentaire n'est plus uniquement traitée sous l'angle humanitaire, mais comme une ambition souveraine. Sur le plan économique, les effets sont immédiats. Les coopératives agricoles, souvent marginales dans l'économie nationale, deviennent des pôles d'activité soutenus par la logistique militaire. Des banques locales investissent dans des obligations de récolte, réinjectant des capitaux dans des zones auparavant négligées. La réaffectation de 18% du carburant militaire au système d'irrigation a permis d'augmenter la capacité opérationnelle des machines agricoles, ouvrant la voie à des cultures plus régulières et plus prévisibles. L'économie rurale, autrefois instable, bénéficie d'un socle plus solide, même si cette dépendance à la structure militaire demeure un risque pour la durabilité. Dans les villages, l'impact est encore plus visible. Les soldats travaillant aux côtés des civils ont réduit des années de méfiance, créant un climat de collaboration qui facilite la gestion quotidienne des cultures. Des terres abandonnées ont été réhabilitées, les jeunes participent davantage aux activités collectives et certaines zones isolées connaissent un regain d'activité sociale. Le rôle du sergent Mousseau, devenu un repère dans plusieurs communes, illustre cette transformation. L'uniforme n'est plus un symbole de distance, mais un marqueur de solidarité. Cette cohésion civilo-militaire est peut-être la conséquence la plus durable, car elle modifie en profondeur les interactions humaines au sein du territoire. Dans le Sahel, cette expérience est scrutée avec attention. Certains pays voisins, confrontés aux mêmes pénuries alimentaires, envisagent d'observer ou d'adapter le modèle. La réussite partielle du Burkina Faso renforce la position diplomatique du pays et donne à l'approche d'Ibrahim Traoré une visibilité nouvelle dans les débats des régionaux. Cependant, ce succès suscite aussi des tensions. La militarisation de l'agriculture inquiète certains acteurs internationaux qui redoutent une dilution du pouvoir civil. La question reste ouverte. Si la situation sécuritaire se dégrade, ce modèle pourrait-il tenir sans effondrement? Dans l'ensemble, les effets réels montrent une avancée remarquable mais fragile, une avancée qui dépend autant de la stabilité sociale que de la capacité à maintenir l'équilibre entre production, sécurité et gouvernance. Les 6 à 12 prochains mois seront déterminants pour mesurer la solidité de l'initiative agricole militaire. À ce stade, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune portée par des moteurs différents et chacune exposée à ses propres vulnérabilités. Dans cette projection, les récoltes suivent une progression régulière, mais moins spectaculaire que lors des premiers mois. Les coopératives maintiennent leur cadence grâce à l'organisation militaire, tandis que les ressources logistiques restent suffisantes pour stabiliser les cultures. Les prix alimentaires se stabilisent, atténuant la pression sur les ménages les plus vulnérables. Cependant, cette dynamique repose sur une coordination serrée entre armée et civile, coordination qui pourrait s'essouffler si la charge opérationnelle augmente ou si certains équipements manquent de maintenance. Le pays avance, mais sans garantie d'une autosuffisance durable. Dans le meilleur des cas, l'élan actuel attire des financements privés, renforce les systèmes d'irrigation et modernise les infrastructures agricoles. Les coopératives deviennent des centres de production solides, capables de gérer plusieurs cycles de culture par an. L'introduction de technologies simples, capteurs d'humidité, semences améliorées, micro-irrigation, augmente les rendements, réduisant davantage la dépendance aux importations. Les, les tensions sociales diminuent et plusieurs régions autrefois instables retrouvent une activité économique significative. Ce scénario suppose toutefois une gouvernance inclusive, intégrant graduellement des acteurs civils pour réduire le risque de dépendance au seul appareil militaire.
Une dégradation du contexte sécuritaire ou climatique pourrait fragiliser tout le dispositif. Si l'armée devait se réengager massivement dans ses missions traditionnelles, les coopératives se retrouveraient soudainement sans soutien, rendant les surfaces cultivées vulnérables aux pénuries d'eau, au retard de semis et à la baisse de rendement. Une crise logistique, carburant, machines, coordination pourrait entraîner un recul rapide, ramenant le pays vers la dépendance extérieure. De plus, un déséquilibre institutionnel trop accentué entre structures militaires et civiles pourrait alimenter des tensions internes. Recommandation de pensée stratégique. Plutôt que de considérer ces scénarios comme des trajectoires figées, il est essentiel de les aborder comme des repères de vigilance. Chaque mois offre des signaux faibles permettant d'ajuster le modèle, de renforcer les zones vulnérables et d'éviter que l'initiative ne repose sur un seul pilier institutionnel. Pour comprendre la portée réelle de cette initiative, il faut revenir à ce qu'elle change dans la vie quotidienne de ceux qui en dépendent directement. Car, au-delà des chiffres et des scénarios, ce sont les individus, familles, jeunes, travailleurs, ruraux, qui ressentent les premiers effets de ce tournant agricole inédit. Ces transformations se lisent à travers trois catégories de citoyens, chacune touchée différemment. Pour les foyers vivant dans les zones éloignées, la réapparition de cultures régulières marque un soulagement tangible. Les réserves alimentaires cessent de s'amenuiser aussi vite, les prix se stabilisent légèrement et les coopératives locales offrent un filet de sécurité inédit. La peur des pénuries, omniprésente depuis des années, commence à reculer. La présence de soldats dans les champs a créé un environnement plus structuré où les jeunes participent avec plus de confiance aux activités agricoles. Pour beaucoup, ce modèle apporte une forme de reconnaissance. Travailler dans une coopérative devient non seulement utile, mais valorisé. Certains y voient même une opportunité de formation, un moyen de sortir du cycle migration-chômage qui menace les zones rurales. Dans les villes, même si l'opération se déroule loin du quotidien urbain, ses effets se font déjà sentir. La stabilisation des prix alimentaires réduit la pression sur les familles précaires, souvent les premières touchées par l'inflation. Cette amélioration graduelle crée un sentiment rare, celui que le pays peut reprendre le contrôle, même dans un contexte difficile. À travers ces trois regards, un message commun émerge. La transformation agricole ne concerne pas seulement les campagnes, elle redonne à chacun une part de sécurité, économique, sociale et symbolique. Pour que l'élan actuel ne reste pas une parenthèse, une feuille de route structurée devient indispensable. L'objectif n'est plus seulement de maintenir les résultats obtenus, mais de transformer l'expérience agricole militaire en un modèle durable, capable de fonctionner même en période d'instabilité. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette transition nécessite une articulation précise entre acteurs militaires, civils et institutions locales. Voici les étapes essentielles pour consolider le projet au cours des 12 prochains mois. Les communes doivent formaliser des comités mixtes civilo-militaires afin de coordonner les activités agricoles. Les indicateurs clés: taux de participation des villages aux réunions, absence de conflits internes et régularité des cycles de semis. Les systèmes d'irrigation doivent être étendus dans les zones déjà stabilisées. Objectif: augmenter la surface irriguée et réduire les pertes d'eau. David. Mesure: progression mensuelle des hectares irrigués et temps moyen de maintenance par site. Pour éviter la stagnation des rendements, il faut introduire progressivement des cultures résistantes et réduire la dépendance aux monocultures. Indicateur: variation du nombre de variétés cultivées dans chaque coopérative. Les coopératives doivent pouvoir attirer des micro-investissements ou des contrats locaux pour pérenniser leurs activités.
Évaluation, volume d'investissement privé, nombre de partenariats signés et capacité d'autofinancement. Les soldats et les civils doivent bénéficier d'un programme de formation technique commun afin que les coopératives puissent fonctionner même si l'armée est réaffectée. Indicateurs, taux de compétences transférées et autonomie progressive des équipes civiles. Cette feuille de route vise un objectif simple: transformer une initiative d'urgence en une architecture stable capable de résister aux fluctuations sécuritaires et climatiques. Lorsque l'on revient à l'image du sergent Mousseau, debout entre les sillons qu'il a appris à tracer aux côtés des villageois, on comprend que ce projet dépasse largement les chiffres et les plans stratégiques. Son geste, simple mais symbolique, ajuster une rigole d'irrigation ou vérifier une pousse fragile, résume mieux que tout la transformation en cours. Et derrière ce geste, on devine l'ombre directionnelle d'Ibrahim Traoré, dont la décision a déplacé l'armée du champ de bataille vers le champ agricole. Ce rappel à Mousseau n'est pas anodin. Il représente ce moment où un uniforme cesse d'être un signe de distance pour devenir un repère de confiance. Il incarne la possibilité qu'un pays, même fragilisé, puisse retrouver son souffle en mobilisant ses forces d'une manière inattendue. Les premières récoltes, encore modestes, témoignent d'une vérité simple: changer une trajectoire nationale ne commence pas toujours par de grands discours, mais par des pas concrets, répétés, visibles. Et si ce projet tient, ce ne sera pas seulement grâce aux décisions politiques, mais grâce à ces liens humains tissés sur le terrain. Car au fond, une question persiste, silencieuse mais essentielle. Jusqu'où un pays peut-il aller lorsque ceux qui le protègent apprennent aussi à le nourrir? Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse le cadre d'une initiative agricole. C'est une redéfinition du lien entre une population et celles et ceux qui la protègent. En voyant soldats et civils travailler côte à côte, une nouvelle idée prend forme, fragile mais puissante: celle d'un pays qui peut reconstruire sa souveraineté en s'appuyant sur son propre courage collectif. Si cette dynamique se renforce, elle pourrait inspirer d'autres régions du Sahel, montrant qu'il existe des chemins de résilience même lorsque les conditions semblent défavorables. Et cette transformation n'appartient pas qu'aux institutions. Elle dépend aussi de l'engagement de chaque citoyen, chaque communauté, chaque voix qui croit encore en la possibilité d'un futur plus stable. Alors, une question demeure, ouverte, volontairement simple. Comment chacun peut-il contribuer, même modestement, à soutenir les initiatives locales qui renforcent la sécurité alimentaire et la cohésion sociale? Si ce récit vous interpelle, si vous souhaitez suivre l'évolution de cette expérience ou en comprendre d'autres, vous pouvez poursuivre la conversation ici et continuer à explorer ensemble ce que signifie bâtir la résilience d'un pays.